Monsieur Guy Bernard Kadir. Je suis donc, comme je vous le disais en privé, très heureuse de vous rencontrer et très honorée que vous nous accordiez un petit peu de votre temps si précieux. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire qui vous êtes? Je suis chirurgien digestif. Je suis professeur de chirurgie à l'Université libre de Bruxelles. Euh, et euh, je donne donc des cours dans pas mal d'universités un peu partout dans le monde. Ma spécialité, au fond, c'est la chirurgie sans ouvrir, c'est-à-dire opérer à l'intérieur d'un ventre, hein, voilà, à l'intérieur d'une cavité interne, sans ouvrir largement. Alors, on fait des petites incisions, on introduit des petits instruments et une caméra pour surveiller ce qu'on fait à l'intérieur du ventre, par exemple, grâce à une télévision. Et donc, j'étais là au bon moment, au bon endroit, et donc ça m'a permis d'être un peu pionnier de ces techniques. Et du coup, j'ai développé ces techniques un peu partout dans le monde, et particulièrement dans les pays émergents, où là, évidemment, le fait de ne pas ouvrir et de ne pas avoir de grandes plaies avait beaucoup d'avantages pour permettre aux gens de vite quitter l'hôpital et de rentrer dans leur village. Voilà, donc alors j'étais avant musicien. Bon, j'essaye encore de temps en temps de rejouer, mais bon, beaucoup moins parce que l'enseignement, la chirurgie me prend évidemment énormément de temps. Et Comme un- ça, c'est mon profil actuel. D'accord, un homme complet. En tant que chirurgien, professeur, chercheur, dans tous ces domaines médicaux, quelle est la place de la musique dans votre métier? Enfin, dans vos différents métiers finalement? Qu'est-ce que la musique vous procure et est-ce que vous êtes amateur de musique? Alors, amateur de musique, évidemment, je le suis. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon métier? D'abord, il y a des choses extrêmement pratiques, c'est-à-dire que quand vous êtes chirurgien et que vous faites du saxophone, l'un aide l'autre. Et particulièrement, évidemment, la manipulation du clavier d'un saxophone, c'est très semblable aux gestes et aux manipulations au niveau des poignets et des doigts. Donc, en répétant souvent, j'améliore simplement musculairement la dextérité de mes gestes chirurgicaux. Qu'est-ce que ça m'apporte toujours au niveau de la chirurgie? Si vous voulez, la musique, c'est le contraire. La chirurgie, c'est quelque chose d'extrêmement bien codifié et en fait, vous appliquez une procédure. C'est extrêmement rigoureux et c'est donc un espèce d'entonnoir comme ça, où plus vous maîtrisez, plus vous faites les mêmes gestes. Tandis que la musique, c'est le contraire, c'est au contraire l'imagination qui est au pouvoir, la créativité qui est au pouvoir. Et donc, évidemment, faire l'un et l'autre, c'est complémentaire pour avoir un bon esprit sain. Et donc, je compense la rigueur et finalement le caractère un peu répétitif de la chirurgie par la musique. Ceci dit, je serais plus libre si je maîtrisais mieux mes gammes, etc. C'est classique, ça. Hein. Et malheureusement, ça, je ne le fais pas du tout. Je suis d'ailleurs pas du tout un grand musicien. Mais en tout cas, ça me permet de m'évader. Ça, c'est pour la chirurgie. Mais effectivement, dans mon métier aussi, il y a la recherche. Et donc, dans la recherche, l'imagination permet, il n'y a pas que la rigueur, il n'y a pas que la rigueur scientifique, il faut aussi une certaine imagination et s'autoriser de passer des frontières comme ça de l'imaginable ou de ce qui a déjà été fait. Essayer d'être un peu en dehors de la norme, ça peut permettre d'envisager des voies de recherche différentes. Et je pense que la musique m'a assez bien servi là-dedans. Est-ce qu'il vous arrive d'opérer avec de la musique? Oui, oui, bien sûr. Bien Oui? sûr. Quand j'ai des interventions qui ne sont pas très compliquées et que tout est bien codifié, j'aime bien cette ambiance de musique. Mais c'est un certain style de musique. Hein. Je n'aime pas trop de musique rythmique et des choses comme ça, parce que j'estime qu'à partir d'un certain moment, dans la procédure chirurgicale, il y a le propre rythme de la chirurgie. Et surtout, vous ne faites pas ça seul. Surtout cette Oui. chirurgie vidéo-assistée, voyez-vous, c'est avec les autres. Et on dépend énormément des autres.
Et donc, on imprime un rythme et ce rythme doit être un rythme de l'équipe. Et parfois, la musique peut perturber ça, mais j'aime bien opérer en musique. Est-ce que vous avez des albums qui vous accompagnent, dans votre vie, pour les bons, les mauvais moments? Est-ce que vous avez des albums phares comme ça, qui vous font du bien, qui vous Mmh. libèrent, Alors, je suis comme tout le monde, hein, j'ai pas de choses, j'ai pas de domaine particulier. Bon, j'aime bien le jazzy, j'aime bien, bon, des albums, si vous me demandez de citer un morceau qui m'a particulièrement impressionné, mais peut-être pas qui m'accompagne dans les moments difficiles ou quoi. C'est par exemple Toutou de Miles Davis. Voyez-vous, ça c'est pour moi ça c'est des chocs. C'est plutôt des chocs musicaux. Et là, je me dis, oh, j'aimerais bien faire ce genre de truc, là, Ascenseur pour l'échafaud. Ce sont des morceaux qui m'inspirent beaucoup. Et alors, j'aime bien les grands classiques de la musique classique, comme l'Adagio d'Albinoni, enfin rien de bien particulier. Enfin, j'ai les mêmes goûts que les gens, que la plupart des gens. oh bah, quand même qui sont bien définis. Le saxophone, c'est arrivé comment dans votre vie? Est-ce que petit, vous aviez envie de jouer de cet instrument en particulier? Alors quand j'étais petit, j'aimais bien les morceaux de Stan Getz. Et ça m'est resté. J'ai toujours voulu jouer du sax comme Stan Getz. Vous savez qu'on a besoin, dans des instruments comme le saxophone, où, si vous voulez, c'est surtout l'interprétation qui est importante. Hein. A priori, c'est pas aussi compliqué. Il ne faut pas être virtuose comme un pianiste ou comme des joueurs de guitare, mais l'interprétation a beaucoup d'importance. Et, euh, et là, je trouvais que Stan Getz, je trouvais que des gens comme ça qui arrivaient à transmettre des émotions pratiquement d'une manière pure, euh, eh bien, ça, c'était magnifique. Et je trouve que le sax permet justement quasiment une transmission instantanée, naturelle, intuitive de ces émotions et de le formuler en musique. Ce que j'aurais bien rêvé faire, hein, mais je n'ai jamais été suffisamment, à moins de répéter beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on peut supposer que l'art dans sa globalité, est indispensable pour s'évader après des journées à lourdes responsabilités quand on est dans des métiers comme le vôtre? Je pense, mais d'une manière générale, les artistes, c'est des médecins de l'âme. Hein. Je fréquente beaucoup d'artistes, évidemment, et souvent, ils m'envient d'être médecin. Et je leur dis que eux sont médecins aussi. Quand ils donnent un concert et qu'ils sont devant 5000 personnes et que ces 5000 personnes oublient tous leurs ennuis de la journée et sont sous le charme d'un concert bien mené où il y a une symbiose entre l'artiste et le public, eh bien voilà un acte médical extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Et d'ailleurs, on voit bien que les artistes, finalement, ils enregistrent, ils font de la promotion, mais ce qu'ils aiment le plus, c'est faire la scène, et c'est ce moment magique où ils se sentent complètement en résonance avec leur public. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben c'est une alchimie, c'est-à-dire que il se passe dans le cerveau des, des, des sensations de plaisir qui activent d'ailleurs des hormones de plaisir et qui activent des zones du cerveau qui sont des zones de plaisir, qui est immédiatement perçue par l'artiste, qui renvoie le bon message. Et c'est un espèce de cercle vertueux comme ça, où tout s'amplifie. Et c'est là, à ce moment-là, que l'artiste dit waouh, je ne pourrais pas arrêter de vivre ça. Et c'est ça aussi que le public adore. Et quand le public sort et qui dit j'ai assisté à un concert exceptionnel, c'est pas nécessairement parce que ça a été grandiose, qu'il y a eu des lumières de folie et, et que les choses ont été extraordinaires. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, est-ce que vous avez joué sur scène, vous avez joué du saxo sur scène Oui. et vous opérez en fait, on parle là, vous êtes en train de parler justement des artistes, mais du coup, on parle quelque part d'adrénaline, forcément.
Est-ce qu'on peut comparer l'adrénaline d'une personne sur scène à une personne qui rentre en bloc opératoire, par exemple? Alors forcément, l'enjeu est beaucoup moins important, mais est-ce que cette adrénaline est comparable à certains endroits ou pas du tout? Alors, je dirais le truc classique, c'est une excellente question parce que malgré tout, quand on opère, on prend des risques. Dès qu'on Bien rentre sûr, dans un ventre, on a des instruments tranchants, on prend des risques. Alors, on n'a pas, on peut avoir peur donc de couper quelque chose qu'on ne doit pas couper. Et donc, d'un autre côté, si vous voulez être chirurgien et que vous, malgré tout, vous opérez dans un ventre, vous ne pouvez pas avoir peur tout le temps. Vous devez être sûr de vous. Vous devez même parfois vous dire, je suis le meilleur, parce que sinon, vous eh n'ouvrez pas oui, un ventre. Hein. évidemment. La satisfaction qu'on a à faire une intervention qu'on trouve bien faite, qu'on trouve que sa stratégie était bonne et que finalement on était élégant, quelque part élégant, et que sur le plan presque artistique, on a fait des beaux gestes efficaces et en plus des beaux gestes. Je peux avoir l'impression, quand j'ai fini une intervention, me dire je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Alors en général, c'est assez rare, dans le sens où je, parfois il y a mes assistants qui me rassurent, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Et alors, sur scène, là c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai toujours été entouré de grands artistes, très grands artistes. Et donc, j'ai toujours eu très, très peur de faire une fausse note ou des choses comme ça. Donc, étant bien moins bon comme musicien, je pense, hein, que comme chirurgien, j'étais beaucoup plus à l'aise. Peut-être la chance de l'innocent hein, comme chirurgien, mais j'étais plus à l'aise à opérer que sur scène. Mais ça, c'est moi, je veux dire. C'est Ben oui, moi, non, mais j'aimais bien le son des autres, j'ai jamais aimé. Enfin, oui, non, c'est pas vrai. De temps en bon, temps, ça, c'est propre à l'artiste, attention, hein, parce qu'en général, les artistes ont toujours le même, la même façon de dire les choses. Effectivement, ils sont toujours plus admiratifs des autres que de ce qu'ils font eux-mêmes. Voilà, c'est souvent une question d'ego. C'est vrai que l'artiste est voilà, est en général comme ça. Donc peut-être que mais moi, vous je êtes vais. un vrai artiste. Alors, un artiste, oui, je pense que j'ai en tout cas dans ma tête, je pense que j'ai un cerveau gauche, artistique. Euh, je pense. Je suis pourtant quelqu'un qui est très éduqué, être rationnel, mais je ne peux pas concevoir un monde rationnel. Je pense que s'il n'y a pas, c'est la faille dans un mur qui laisse passer la lumière. Hein. Donc, voilà. Bien sûr. Vous êtes acteur là en ce moment dans cette, crise sanitaire sans précédent, tous les jours au contact des malades, des patients, du corps soignant aussi, dont on parle beaucoup, en France notamment. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la notion de solidarité et d'entraide qu'il y a en 2020, en ce moment dans tout ce qu'on est en train de vivre? Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de nouvelles relations entre les différents corps soignants, parce que nous devons un peu tout faire. Nous étions simplement chirurgiens digestifs et puis on a dû s'occuper d'unités de soins intensifs, de s'occuper des respirateurs. On a dû aussi aider dans les équipes d'infirmières, donc on a fait des gardes comme infirmiers. Donc on a vu ce que c'était que passer toute une nuit sans une chaise ce qu'on ne fait plus quand on est chirurgien et où on donne simplement des ordres et puis quand on doit opérer, ben on opère. Donc, ça a été extrêmement salutaire, ce brassage comme ça des différentes spécialités, des gens qui ne se connaissaient pas dans l'hôpital. Moi, je travaille donc je suis chef de service de chirurgie dans un hôpital universitaire donc, qui dépend de l'université libre de Bruxelles. Et donc, je veux dire par là que ce sont des grosses unités, c'est 2000 personnes qui travaillent, le personnel hospitalier, de 2000 personnes, donc tout le monde ne peut pas se connaître. Donc là, les gens ont appris à se connaître, comme on était un peu dans l'adversité, parce que vous savez, vous dites vous-même, on est monté au front, mais on est monté au front sans casque et sans munitions, sans réveiller un peu de cette polémique. Nous avons un gouvernement qui s'était absolument pas préparé à cela. Euh, et donc, nous n'avions pas de tests, nous n'avions pas de masques, et parmi mon service,
la moitié a été contaminée euh, parce on n'avait même pas de masque. C'est quand même hallucinant cette histoire. Et on ne savait pas si on était contaminé, donc on ne savait pas si on contaminait nos patients. Tout ça pour vous dire que le climat était quand même à l'anxiété. Et donc, quand on est face à des épreuves comme ça, déjà ça vous donne envie d'une solidarité. Vous avez envie d'être ensemble à lutter contre quelque chose. Et de la solidarité, il y en a eu énormément. Et puis, il faut savoir que ça a été particulièrement difficile pour les infirmières et les infirmiers. Très difficile. Donc là, je viens de rentrer ce matin. J'étais en train de discuter avec une infirmière dans le couloir d'une unité de soins intensifs et l'infirmière, en fait, est tombée de sa chaise de sommeil. Donc ça faisait un moment qu'elle ne m'écoutait plus. On n'était pas rendu compte. Elle est tombée par terre. Donc, évidemment, ça exacerbe les sentiments, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et donc, le moindre signe positif est bien perçu. Voyez-vous, quand on dit oui, les infirmières, quand elles rentrent, ou les médecins, quand ils rentrent et qu'ils entendent applaudir à 8 heures, à 20 heures, ben, ils disent écoutez, vous feriez mieux de voter pour des gouvernements qui arrêtent de saquer dans la sécurité sociale. Vous connaissez ce discours? Ben non, moi je pense que c'est pas comme ça que ça se passait. Et je pense que les infirmières et le personnel soignant, quand ils rentrent à la maison et qu'ils entendent ces acclamations, eh bien, c'est justement une illustration de cette solidarité, de cette nouvelle fraternité. Et j'espère que les choses vont continuer comme ça. Alors aujourd'hui en France, on a amorcé le déconfinement. Quel est votre regard sur cette nouvelle période, qui arrive là? Eh bien, écoutez, moi j'espère, mon sentiment, ça veut dire qu'est-ce que je voudrais ou est-ce que le déconfinement, le déconfinement, voilà, on voit bien donc des silos isolés, on commence à faire des ponts entre, voilà, ce déconfinement se fera en fonction de l'adhérence des gens à leur gouvernement et aux instructions. J'espère finalement, moi, qu'il y aura un après-coronavirus qui va être complètement différent que l'avant. Euh, je suis profondément contre ce système économique actuel, euh, libéral anglo-saxon, néolibéral anglo-saxon. Euh, je pense qu'on était dans un train qui allait à toute vitesse au mur. Et chaque fois que j'entendais les hommes politiques en cravate comme ça me dire soyons réalistes, j'avais déjà plus envie d'entendre la suite parce que tout ça n'a pas de sens. On plaide la performance. Cette performance dépend complètement de la solidarité et de la fraternité. On est dans un système capitaliste avec une notion de bénéfice immédiat, ce qui est tout à fait contre la nature. Je veux dire, illustration, si vous faites d'une pêche industrielle du thon, ben, il n'y a plus de thon et donc la chaîne alimentaire ne se renouvelle pas. Bon, on s'en fout. Du moment qu'on a fait le bénéfice de tous les thons. Bref, je pense que le coronavirus est un petit truc sans bras ni jambes, là, tout petit, mais qui a l'avantage de ne pas tenir compte des frontières, de ne pas tenir compte des riches et des pauvres. Et ça nous a donné une suspension par rapport à ce TGV, hein. Cette suspension, j'espère que ça a permis un temps de réflexion et qu'on va désormais plutôt essayer de faire des économies avec l'homme au centre, pas une économie de marché, pas non plus une économie d'État où on va avoir de la délation, mais une économie de la vie, une économie durable où ce qu'on va faire, ce sera pour le bien de nos enfants et nos petits-enfants. Et je crois que ça, c'est possible. Je crois que c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Là, je venais de voir un truc. Les compagnies d'aviation demandent des subsides au gouvernement. Alors, ces compagnies d'aviation, hein, elles font leurs bénéfices, des bénéfices inouïs, et ces bénéfices vont dans des endroits offshore. Donc, ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Et ils vont demander des subsides au gouvernement, et donc ils risquent de nous demander, nous, les gens, une période d'austérité où on va payer, où donc les infirmières
les éboueurs qui ont pris les déchets qui pouvaient être contaminés, les gens à la lingerie, les caissières de grande surface qui ont été exposés à tout le monde pendant que les autres étaient confinés en sûreté. Mais on va demander à ces gens-là, en plus, de banquer, de payer. Alors ça, très sincèrement, là, je ferai tout pour que ce genre de choses n'arrive pas. Et donc, je sais qu'il y a une pétition qui circule pour que ce ne soit pas comme ça, qu'à se débrouiller. Eh bien, je signe ça. Voilà. Donc on invite les gens à signer cette pétition. C'est Et important. donc, oui, oui. Et donc, mon sentiment dans le confinement, c'est un sentiment de j'espère que les gens ont compris que cette histoire de Covid-19, eh bien, qu'ils sachent que ce danger, il y a un danger beaucoup plus important que de préserver la planète, et que ça, même si ça ne paraît pas immédiat, ce danger est vraiment beaucoup plus important, et que donc, si on a été capable de changer notre comportement pour le Covid-19, on devrait 20 fois plus avoir l'idée et le courage de changer son comportement pour préserver l'écologie. Bah, c'était ma question suivante, donc c'est bon, vous y avez répondu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, vous, changé pendant ces 55 jours de confinement en tant qu'être humain? Mais moi, j'ai pas subi le confinement parce que tous les jours à 7 heures, je suis parti à l'hôpital pour opérer. Ce qui a changé pour moi, c'est que j'étais habillé comme un cosmonaute pour opérer et que c'était très agréable parce qu'on reçoit de l'air pulsé à partir de la taille, ça vient dans votre casque. C'est très agréable pour les longues interventions, il y a toujours de l'air frais. Plus sérieusement, est-ce que j'ai changé? Ben non, parce que j'ai là eu la chance d'avoir j'ai eu la chance d'aimer ma femme avec qui je suis confiné, d'avoir des enfants fantastiques et donc tout ça était très agréable de se retrouver comme ça, mais pas tellement plus parce que je suis rentré peut-être parfois plus tôt, vers 6 heures du soir, mais sinon, bon, souvent on est resté plus longtemps, donc voilà. Bon, bah, c'est très bien. J'ai pas tellement subi ce confinement. Vous êtes donc chirurgien, vous êtes, au contact des gens en permanence, vous êtes un homme très occupé, mais vous êtes aussi un homme très engagé. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce qu'alors, vous êtes aussi, co-auteur d'un livre qui est absolument exceptionnel, moi que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains et qui est fabuleux, qui s'appelle «Réparer les femmes», paru en mars 2019 aux éditions Mardaga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce combat, qui est, tout à fait incroyable et voilà et qui fait de vous encore plus un homme exceptionnel à mes yeux, personnellement. Vous êtes gentil, merci. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai eu la chance de faire la rencontre d'un homme exceptionnel qui s'appelle Denis Mukwege, qui est gynécologue dans l'Est du Congo. Alors, c'est le Congo belge, hein, la République Tout à fait. démocratique du Congo. Et dans l'Est du Congo, il y a malheureusement pour la population une concentration de tous les métaux indispensables aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce terrain-là est un terrain de haute convoitise par toutes les multinationales dans le monde. Et donc, ces multinationales, au lieu de venir à un guichet, se présenter et venir payer ces minerais, préfèrent de loin maintenir un chaos pour pouvoir se servir dans cette bijouterie à ciel ouvert. Et, euh, et le problème, c'est que pour pouvoir maintenir ce chaos, il y a 140, 160 petites armées rebelles financées par ces différentes multinationales, évidemment pas directement, mais indirectement, et qui entretiennent un état de guerre. C'est-à-dire que dès qu'on localise des minerais, que ce soit le cobalt, que ce soit la cassite, que ce soit le coltan, que ce soit de l'or aussi, eh bien, immédiatement, on jette son dévolu sur cette région, on terrorise la population qui part, et donc à ce moment-là, on peut commencer à exploiter les mines avec ceux qui sont restés, qui sont réduits à un état d'esclavage, et avec des petits avions, on transporte ça alors par des filières qui quittent la République démocratique du Congo. Et comment est-ce qu'on terrorise la population? Eh bien, on utilise le viol avec extrême violence comme arme de guerre. Ça a les mêmes effets qu'une guerre classique, c'est-à-dire que ça terrorise,
ça tue. Ça tue horizontalement et verticalement, puisque on empêche les femmes violées d'accoucher plus tard, on leur transmet le sida, on leur transmet des maladies sexuellement transmissibles. Et donc, cette violence extrême lors du viol, eh bien, crée ce qu'on appelle des fistules, c'est-à-dire des communications anormales entre la vessie, le vagin et le rectum. Donc, ces femmes qui ont été violées, eh bien, elles se retrouvent, si vous voulez, complètement stigmatisées dans le village pour des raisons qui ne sont pas chouettes. Le mari ne peut plus vivre avec la femme qui a été violée par l'ennemi, et l'enfant qui va naître, on appelle l'enfant soldat ou l'enfant serpent, plutôt l'enfant serpent, et c'est un enfant qui va être rejeté par la communauté du village. Donc déjà, la femme est stigmatisée. En plus, elle ne sent pas bon puisqu'elle perd ses urines et ses selles en continu, puisque le vagin ne peut pas retenir les selles, par exemple, ou les urines. Et donc, Denis Mukwege a créé un hôpital qui s'appelle l'hôpital de Panzi, et qui s'occupe principalement de ces femmes qu'on appelle des survivantes de violences sexuelles, survivantes parce que la plupart n'arrivent pas à l'hôpital. Mais ceux qui y arrivent, eh bien, donc on les prend en charge sur le plan physique, sur le plan psychologique, on leur donne même une aide judiciaire, etc. Bref, c'est un boulot magnifique du docteur Mukwege, qui lui vaut d'ailleurs d'être prisonnier dans son hôpital, parce qu'il y a un contrat sur lui à la fois de gouvernant des pays limitrophes et de Kabila à l'époque. Et donc, il a un contrat continuellement sur sa tête et son boulot est juste magnifique. Et il m'a fait confiance, j'ai eu cette chance inouïe, il m'a fait confiance et donc j'ai introduit cette chirurgie minimale invasive dont je vous parlais pour réparer ces femmes. C'est-à-dire que quand ces fistules, ces communications entre deux cavités sont trop profondes, lui a difficile entre les jambes d'atteindre ça. À ce moment-là, c'est facile pour moi de passer par le nombril pour aller finalement dans le pelvis réparer. Et donc on opère à quatre mains, lui par le bas et moi par le haut. Et alors comme ça, on arrive à reconstruire la vessie, reconstruire le vagin, reconstruire le rectum. Et voilà donc ce que je fais là-bas. Moi, je m'occupe de la partie physique, de refaire ces femmes, de reconstruire ces femmes sur le plan physique. Et donc, nous travaillons ensemble depuis extrêmement longtemps. Et voilà pourquoi on avait écrit ce livre. Mais ce qui avait déclenché ce livre, c'était parce qu'à certains moments, on s'était dit, au fond, nous sommes des hommes heureux, puisque la recette du bonheur, c'est de faire un métier passionnant et utile aux autres. Alors bon, voilà, c'était la définition de ce qu'on faisait. Mais on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on pense de la même manière. Je suis blanc, je vis dans un pays occidental, je suis athée, je bouffe du curé, moi, hein, dans l'université libre de Bruxelles. Ça veut dire libre de la religion, hein. Alors qu'en France, c'est le contraire quand on dit des enseignements libres, hein. Non, ici, c'est libre de la religion. C'est en opposition, par exemple, à l'université catholique, enfin, en opposition, pardon. Bon. Et donc, je bouffe du curé, d'accord, et donc, lui, il est noir, il vit à 8000 km de là, au milieu de l'Afrique, et il est pasteur. Et donc, on s'est demandé comment se fait-il que quand on veut résoudre un problème, quand on a une aspiration, quand on a des sentiments, vous me demandez quel est votre sentiment, comment se fait-il que c'est les mêmes? Comment se fait-il qu'on se sent frère, comme si on avait toujours dû se fréquenter et comme si on se connaissait depuis toujours? C'était une interrogation très intéressante parce que ça ne concernait que nous deux, donc il n'y avait pas là-dedans de parti pris, il n'y avait pas de prérogatives, il n'y avait pas de prérequis. Et on s'est dit, ben, au fond, discutons et enregistrons. Et c'est comme ça qu'on a fait le bouquin. Pour en revenir de toute façon toujours un peu à l'art, vous avez quand même, bon, même si c'est autour d'un sujet extrêmement délicat et compliqué, est-ce que, le fait d'écrire ce bouquin, ça a libéré, certaines choses, même au Congo? Est-ce que ça a pu faire avancer certaines choses?
Est-ce que, est-ce que c'est le début d'un combat ou est-ce que justement, c'est la fin d'un combat? Sûrement pas, mais est-ce que ce livre aide, à faire avancer Avant les choses? En tout cas, pour nous, ça nous a permis de formuler nos convergences. Exemple, quand je lui dis, mais enfin, Denis, tu aimes bien que le peuple congolais soit souverain et se prenne en main, et toi, tu es protestant, une religion importée comme ça. Alors il me répond, mais Guibert, j'ai pas attendu, et les Congolais n'ont pas attendu la colonisation pour avoir des dieux. Et moi, mon Dieu, en fait, le nom de mon Dieu, en swahili, en fait, ça veut dire en français, au-dessus de cela, il n'y a rien d'autre. Bah, alors je dis, mais alors c'est la même chose. Moi, ma spiritualité, c'est aussi atteindre une espèce de perfection, enfin, essayer de devenir meilleur. Et ça, il y a un chemin, mais ce chemin, la religion, pour moi, c'est le contraire de la spiritualité. C'est-à-dire que le cheminement que moi je dois avoir pour devenir meilleur, il n'y a que moi qui le connais. C'est mon cheminement à moi. Si je commence à avoir des gens qui me disent tu dois aller à gauche, puis à droite, puis à gauche, à quel titre, pourquoi, et au contraire, ça m'empêche d'avoir un chemin qui est le mien pour être meilleur. Alors il me dit, mais moi je pense ça absolument de la même manière. Je pense peut-être un peu plus que toi que j'ai un Dieu qui me protège et qui dicte mes actions, enfin qui me protège en tout cas, qui conditionne mon comportement. Je crois à ça. Je dis, moi je crois dans les hommes que je rencontre. Je pense que quand je te rencontre toi, Denis, c'était le moment pour moi de le faire parce que j'étais dans une espèce de truc qui tournait un peu en rond. Et je pense que toi, tu peux me rendre meilleur. Et lui, il me dit, ben, moi, je pense que c'est toi qui pourrais me ramener. On arrête la conversation là, mais donc on est d'accord, ben, voilà, on était d'accord. Et on s'est dit que finalement, dans toutes ces discussions, on s'est dit que on arrivait toujours à quelque chose qui pourrait paraître un peu con, un peu suranné, un peu obsolète, mais c'est l'amour. En fait, quand on a l'amour, quand on se sent suffisamment bien soi-même que pour avoir de l'amour, eh bien, il n'y a plus de questions qui se posent. C'est comme une espèce c'est une vague, c'est comme un tsunami, et tout devient clair. Quand on fait les choses par amour, quand on aime quelqu'un, eh bien, on est heureux et les choses vont bien. C'est très bien, c'est très beau et c'est très vrai. Justement, ma dernière question, c'est on parle d'amour, donc on va parler de passion. Que ce soit, dans la musique, que ce soit dans la médecine, que ce soit pour des combats en tout genre, la passion est toujours très importante. Qu'est-ce que vous pourriez dire, aux gens passionnés, pour, voilà, des générations futures qui arrivent, aux passionnés en tout genre, pour arriver à réussir jusqu'à un but bien précis? Alors, je leur dirais quelque chose de relativement banal, c'est de suivre leur passion, de ne croire que dans cette passion qui les anime et de ne croire en rien d'autre, pas dans pas dans une religion, pas dans une autorité, même respectable, qui va vous dire ça n'est quand même pas très raisonnable. Surtout, restez irraisonnable et suivez votre passion jusqu'au bout, à fond, et donnez-vous dans cette passion à corps perdu. Ne commencez pas à essayer de vous dire là, je risque d'avoir des problèmes. Non, le risque zéro, ça n'existe pas et c'est un non-sens. Vous ne vivez que parce que vous risquez. Donc, allez-y, jetez-vous à l'eau et suivez votre passion. Bah, merci beaucoup. En tout cas, Guy Bernard Cadière, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion, qui sait, peut-être pour un concert de saxo ou un prochain bouquin de se revoir. Vous nous avez consacré un temps extrêmement précieux. Merci beaucoup et voilà, à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour toute la suite. Et puis, soignez bien tous ces gens qui sont malheureusement atteints du Covid. On espère que tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci, au Je vous revoir. souhaite une bonne soirée. Au revoir. À vous aussi.